Le train a coupé les plaines infinies du cœur des États-Unis, transportant des centaines de soldats japonais capturés, des hommes qui, quelques mois plus tôt, se sont battus avec férocité sur les îles du Pacifique. Maintenant, collés aux petites fenêtres de grillades, leurs visages reflétaient l'étonnement du paysage dévoilé, les océans de maïs doré perdant à l'horizon, des granges rouges érigées comme des sentinelles contre le ciel bleu, une immensité qui se souvenait des montagnes serrées de son pays d'origine. Ils avaient été créés pour mourir au combat, car la remise était du déshonneur. Mais là, ils étaient vivants, non armés et stupéfaits, entrant dans un territoire qui les avait peints comme habités par des ennemis assoiffés de la vengeance. À la première fois, ils ont chuchoté les uns avec les autres que ces terres vertes cachaient des pièges cruels. Après tout, les rumeurs qui ont circulé avant la capture parlaient des Américains qui ont laissé des prisonniers mourir de faim, qui les humiliaient ou pire. L'attaque de Pearl Harbor brûle toujours dans la mémoire collective des États-Unis. Comment attendre la miséricorde d'un peuple qui a vu leurs marins périr parmi les flammes de ce décembre 1941? Les Japonais imaginaient des foules enragées qui nous attendaient au cours des saisons, prêtes à décharger leur colère. Mais lorsque le train a réduit la vitesse et qu'ils ont repéré de petites villes en cours de route, ce qu'ils ont trouvé étaient des regards curieux, pas hostiles. Les civils américains se sont regroupés sur des passages de niveau, certains enfants agitent timidement, sans cri de haine, sans broche, juste un mélange d'étonnement et de prudence dans les yeux. Cela les a déconcertés, car ce n'était pas la haine qui avait été formée pour faire face. À leur arrivée sur le terrain de la prison, entourés de barbelés et de gardes armés, ils se sont préparés à des insultes ou à la violence. Au lieu de cela, ils ont reçu des ordres fermes, mais sans méchanceté. Ils ont distribué des flux, pain frais, pommes de terre, même viande, un repas complet, très différent de la rareté qui hantait le Japon en temps de guerre. Le boîtier était simple mais propre, avec des couvertures pour chacun. La déconnexion entre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils attendaient a grandi à chaque instant. Pourquoi un ennemi se soucierait-il s'il dormait bien? Dans les premières nuits, les acouphènes des cigales dans les champs et le ronflement lointain des tracteurs à l'aube ont gardé de nombreuses rééquitations. Ils ont parlé doucement de ceux qui les attendaient. Certains croyaient que la gentillesse apparente n'était qu'une façade, que la brutalité viendrait dès qu'ils auraient été mis au travail. D'autres ont regardé la discipline des gardes et spéculé si les Américains les voulaient juste comme un travail bon marché, puis les jettent. Peu, ils se souvenaient de la propagande japonaise qui pesait les Américains comme faibles et indulgents, risquaient de penser que ce traitement inattendu pourrait être un signe de faiblesse. Mais personne ne pouvait ignorer l'agitation qui les consommait, la réalité ne correspondait pas à ce qu'ils leur avaient enseigné. Les jours ont réussi dans des routines marquées par des appels à l'aube, une cour regardée et des instructions en anglais tronqué, ce que beaucoup comprenaient à peine. Même ainsi, parmi la rigidité du régime, de petits gestes les ont surpris. Les gardes ne les ont pas battus en trébuchant en formation. Ils leur ont permis d'écrire des lettres à domicile, négociées par la Croix-Rouge. Un soldat américain a même offert une cigarette à un prisonnier sans fumer, quelque chose d'impensable si les postes étaient inversés. Ces éclairs d'humanité se sont écrasés violemment avec l'image de l'ennemi inhumain qui avait été forcé de détester à mort. Le moment décisif est venu quand ils ont annoncé qu'ils seraient envoyés au travail non pas dans les usines ou les mines, mais dans les fermes voisines. Un murmure d'appréhension a traversé la caserne. Agriculteurs? Les mêmes qui avaient certainement perdu des enfants ou des frères et sœurs à Pearl Harbor ou d'autres batailles. Ils ont échangé des regards avec peur, convaincus que, enfin, la cruauté se révélerait. Aimant. Ils ont tourné avec de la broche, des malédictions, traités comme des animaux de fret. Aucun soldat de l'Empire japonais n'avait été préparé à la possibilité de trouver de la compassion chez les civils ennemis. Cette nuit-là, tandis que les cigales scandaient leurs chansons au-delà des clôtures, beaucoup ne pouvaient pas fermer les yeux. Ils ont pensé aux champs qu'ils avaient vus à travers la fenêtre du train, les granges rouges se détachant contre le ciel américain. Le lendemain, ils sortiraient de prison vers ce monde étrange, face à face avec des gens qui avaient toutes les raisons de les hâter. Et aucun d'eux ne pouvait imaginer qu'au lieu de se venger, ils connaîtraient bientôt des mots prononcés avec une gentillesse qu'ils pensaient impossible après Pearl Harbor. À l'aube du premier jour, ils ont été mis en formation. L'air frais a apporté l'odeur de la terre labourée et de l'herbe nouvellement coupée, un mélange qui, bien que étranger, a transmis un calme inattendu. Les gardes ont lu les noms à haute voix, fermes mais sans hostilité, puis ont escorté de petits groupes aux portes. À l'extérieur, les camions attendaient de les emmener plus profondément à l'intérieur. Ils ont grimpé d'hésitation, chaque étape lourde pour la peur de ce qui allait arriver. Mais avant même la fermeture des portes,
ils ont remarqué quelque chose d'étrange, les agriculteurs avec leurs wagons regardaient de loin, pas la haine, mais avec une curiosité prudente. Dans les véhicules, le silence n'était rompu que par des pensées contradictoires. Ils ont imaginé les visages des Américains qui avaient perdu des êtres chers à Pearl Harbor, des hommes qui devraient brûler avec colère de voir des uniformes japonais. Ils s'attendaient à ce que des mains grossières soient prêtes à les souffler dès qu'ils ont marché sur la terre. Certains somnolent que les gardes pourraient tourner le dos, permettant à la vengeance de consommer sans obstacle. Mais lorsque les camions se sont arrêtés devant une ferme, qui les ont reçus n'étaient ni des coups de poing ni des méfaits, mais l'image quotidienne des femmes prolongeant les vêtements dans la corde à linge, les enfants jouant près de la clôture et un fermier essuyant la sueur avant de descendre le tracteur. La scène commune était presque dérangeante, comme si elles avaient été transportées dans un endroit où la guerre n'avait jamais existé. Les premières heures ont été un test. Ils leur ont montré des rangées de champs de maïs et de blé, leur ont remis des outils et ont expliqué quoi faire plus avec les gestes qu'avec les mots. Les gardes sont restés autour, des fusils suspendus avec des détendus, mais n'ont soulevé leur voix que si une erreur était grave. Le travail était dur mais familier. Beaucoup provenaient de villages agricoles au Japon, et bien que les plantations soient différentes, le rythme de la terre leur était connu. Alors qu'ils inclinent le dos sur les rainures, ils ont réalisé, surpris, que leur vie n'était pas en danger. Au lieu des ennemis pour être brisés, ils ont été traités comme des travailleurs dont les bras manquaient. Lorsque le soleil de midi les a pesés, chauds et implacables, ils leur ont ordonné de s'arrêter. Un intervalle a été annoncé et un agriculteur s'est approché de transport d'un seau d'eau. Les prisonniers se sont figés. C'était plus que la fatigue des muscles ou du soleil qui a brûlé ces infirmières. C'était le sentiment qu'ils étaient désarmés non pas par la force, mais pour une humanité, ils ont refusé de reconnaître. Chaque geste, un seau d'eau, une miche de pain, un mot neutre, était comme une puce très mince introduite dans les fissures dans tout ce qu'ils avaient été formés pour croire. Et pire encore, ces jetons n'ont pas fait de mal. Il n'y avait pas de sang, pas de cri ni de la satisfaction amère d'une punition méritée. Il n'y avait que le poids silencieux d'une vérité qui a menacé d'effondrer les fondements de sa haine. L'un des prisonniers, un sergent dans un visage marqué au visage dans le Pacifique Sud, a été le premier à briser le silence dans le hangar cette nuit-là. D'une voix rauque, presque un grognement, il a craché sur le sol de la terre avant de dire « Il ne nous déteste pas ». Les mots planaient dans l'air comme un blasphème. Les autres ont levé les yeux, certains en colère, certains avec quelque chose qui ressemblait à la peur. Ils doivent détester, a insisté un jeune homme. Vieux, les nœuds des doigts blancs serrés. Ils ont perdu des enfants, des frères, des villes entières pour nous. C'est un piège. Une tactique pour nous affaiblir. Mais le sergent secoua lentement la tête, comme s'il portait un poids invisible. S'il s'agissait d'un piège, nous nous serions tombés dedans pendant des semaines. Il n'y a pas de spectacle ici. Il n'y a pas d'humiliation. Juste, travail. Et un homme qui m'a donné son gant hier quand j'ai vu que mes mains saignaient. Le hangar était calme. Même le craquet des lits en métal semblait avoir cessé. Parce que tout le monde savait, ce détail, le gant, c'était impossible à ignorer. Ce n'était pas un objet de valeur, ce n'était pas une concession stratégique. C'était un si petit acte que ça faisait mal. Un agriculteur, un homme dont ils auraient pu brûler la terre si les ordres étaient d'autres, avait regardé ses mains ouvertes et choisi de ne pas tourner son visage. Et puis est venue la question qu'aucun d'entre eux n'a osé poser à haute voix, que ferons-nous lorsque nous découvrirons qu'ils sont meilleurs que nous? Le lendemain, le camion les a emmenés dans une ferme de pommes. L'air sentait la terre humide et les fruits mûrs, et les arbres, chargés de pommes rouges, secouaient légèrement de la brise. Le propriétaire de la propriété, un homme mince avec des verres arrondis et légèrement tremblant la main, les attendait par un baril en bois. Il n'y avait pas de garde en vue, il a, un chien allongé paresseusement à ses pieds et un enfant, une fille avec des tresses mal alignées qui ont regardé les prisonniers avec des yeux larges mais intrépides. « Vous récoltez » a déclaré l'homme dans un japonais tronqué, pointant vers les paniers. Soigneusement. Ne blessez pas les arbres. L'un des prisonniers, un ancien professeur d'agriculture avant d'être recruté, a avancé sans réfléchir. Aïe, dit-il, penchant sa tête dans un geste instinctif de respect. L'agriculteur a clignoté, surpris, avant de retourner le respect d'un signe de tête timide. La fille sourit alors. C'est ce sourire qui les a brisés. Parce que c'était réel. Ce n'était pas la grimace forcée d'un propagandiste, ni le masque d'un bourreau déguisé en Salvador. C'était le curieux sourire d'un enfant qui n'avait jamais vu de Japonais auparavant,
mais qui ne lui avaient jamais appris à les craindre non plus. Et soudain, les prisonniers ont réalisé quelque chose de terrible, ils étaient vus. Pas comme des démons, pas comme des insectes à écraser, mais comme des hommes. Les hommes aux mains insensibles, les côtes exposées et regardent que, malgré tout, pouvaient encore avoir honte. Lorsque le déjeuner a été servi, jambon et pommes fraîches, personne n'a interrogé. Ils mangeaient en silence, mais cette fois, ce n'était pas le silence de la méfiance. C'était le silence de ceux qui sont sur le point d'admettre que le monde peut être plus grand et plus compliqué, que les ordres ont crié dans un camp d'entraînement. Et alors qu'ils mâchaient, une pensée les a poursuivis, insistante comme les acouphènes d'un moustique à l'oreille, s'ils peuvent nous pardonner, qu'est-ce que cela dit de nous? La mémoire de Pearl Harbor encore brûlée, mise en feu dans chaque ordre reçu, chaque sermon à entendu, même dans les cellules de la prison. C'était le symbole maximum de la force japonaise, le coup d'État qui avait entraîné les États-Unis dans la guerre, preuve que l'Empire du Soleil levant ne se plierait pas. Et pourtant, Pearl Harbor était également la cicatrice ouverte que chaque Américain portait. Comment ces agriculteurs, les maisons d'hôtes indirectes, pourraient-elles les œils d'attaque sans cracher de la haine? Comment pourraient-ils offrir des pommes avec les mêmes mains que, en théorie, devrions-nous secouer de colère? C'était contre la nature des choses. Ou du moins contre la nature qu'il leur avait appris. Jusqu'à ce que, un après-midi torride, alors qu'ils récoltaient du soja sous un soleil implacable, la femme d'un fermier s'approchait d'un panier de pommes. Il en a remis quelques-uns aux gardes, comme prévu, mais a ensuite étendu le reste aux prisonniers. Le geste a gelé le temps. Des soldats japonais, une fois entraînés pour voir ces visages comme des ennemis assermentés, maintenant des fruits offerts. Des mêmes personnes qui, selon toutes les prophéties de guerre, devraient souhaiter leur ruine. La première bouchée était presque insupportable. Certains dévoraient rapidement, comme si le goût pouvait disparaître à tout moment. D'autres hésitaient, comme s'il accepter ce cadeau était une trahison. Mais aucun ne pouvait ignorer le poids de cela, une gentillesse qui coule plus profondément que n'importe quelle baïonnette. Les nuits sont devenues un tourment de murmures. Dans la caserne, les voix entrelacées, basses et tendues. Pourquoi font-ils cela? C'est un piège. Mais aucun piège n'a fermé. Jour après jour, la gentillesse a été répétée, commune pour les agriculteurs, révolutionnaires. Peu à peu, la crainte nette qui les a gardés en alerte s'est épuisée, remplacée par un respect respectueux pour ceux qui, contre toute logique, les ont traités comme des hommes. Et puis est venue la révélation la plus douloureuse, les Américains n'étaient pas forts uniquement pour leurs usines ou canons. Ils étaient forts dans l'esprit. Pour les hommes créés dans les légendes des ennemis non basés, cette découverte fait plus mal que toute défaite au combat. Lorsque l'été a atteint son apogée, le rythme de la prison n'était plus dicté par les clôtures ou les fusils des gardes. C'était le rythme du travail dans les champs qui les a émus. Ils se sont réveillés avec le soleil, sont montés à bord des camions qui ont traversé les villes silencieuses et, là-bas, côte à côte avec des agriculteurs de maïs et des regards sereins, ont constaté que la guerre n'avait pas tout pourri. Ce qui les a laissés étonnés, ce n'est pas seulement l'absence de haine, c'était la présence de la vie quotidienne. De petits moments, apparemment insignifiants, qui, comme des gouttes d'eau sur la pierre, l'érosion du mur entre le bourreau et la victime. Cela a commencé avec des compliments. Un signe de tête, un matin murmura alors qu'ils entraient dans le pays des autres. La plupart ne comprenaient pas le mot, mais ont reconnu le ton, neutre, sans poison, presque indifférent dans sa normalité. La première fois, beaucoup ont baissé les yeux, gênés de ne pas savoir comment répondre. Mais au cours des jours, certains osent légèrement pencher la tête en retour, le seul geste de respect qu'ils connaissaient. Par conséquent, ces salutations sont devenues routinières, un changement qui, même en guerre, a insisté sur l'existence. Les repas ont apporté plus de réunions. À midi, lorsque le soleil a brûlé sans pitié, les agriculteurs s'arrêtaient. Les prisonniers ont reçu leur ration, papa, haricots, pommes de terre, mais parfois un fermier divisait un fruit ou passa une cantine d'eau. Une fois qu'un garçon de moins de 10 ans s'est approché de la rangée de prisonniers avec un panier de pêche récolté dans le verger de la famille. Ses mains tremblent quand il les tendit, ses yeux roulaient sautant entre les visages brûlés de ces hommes. Aucun d'eux n'a réussi à remercier avec des mots, mais n'a accepté les pêches avec une révérence silencieuse. Les bonbons sont restés dans la bouche longtemps après la dernière pièce, un rappel que tous les cœurs n'étaient pas devenus en pierre. Le travail seul nécessitait souvent une collaboration. Bien que les gardes aient regardé de loin, ce sont les agriculteurs qui ont enseigné comment gérer les machines, ou couper les rangs, quelle est la profondeur idéale pour semer. Certains prisonniers,
désireux de prouver leur valeur, ont imité rapidement les gestes. D'autres ont risqué un anglais brisé. Comme ça? Et les agriculteurs, à l'étonnement général, ont répondu avec un signe de tête ou même un rire doux lorsque les mots sont sortis des tartes. Ces trébuchements linguistiques, si maladroits, ont porté un poids énorme. Pour que les hommes conditionnés ne s'attendent qu'à la cruauté, entendre un rire qui n'était pas en dérision, c'était comme voir le ciel s'ouvrir. Tout n'était pas facile. Il y a eu des jours où la patience s'éteignait, les outils sont tombés, les ordres ont été répétés à l'épuisement. Mais même alors, les agriculteurs ont rarement soulevé leur voix. Un prisonnier a une fois brisé le câble du nous par négligence. Il s'est préparé à la punition, dans son armée, une telle erreur serait payée avec sang. Au lieu de cela, l'agriculteur a pris l'outil cassé, haussa les épaules et en chercha un autre. Pas d'insulte, pas de coup, juste un soupir fatigué. Cette nuit-là, dans la caserne, l'homme a avoué que ce simple geste d'indifférence l'avait embarrassé plus que tout coup. Il réalisait quelque chose de terrible, il n'était pas des ombres invisibles sur ce terrain. Ils ont été vus. Ils leur ont parlé. Ils ont traité une dignité qu'ils ne méritaient pas, ou du moins ils ne s'attendaient pas. Chaque hochement de tête, chaque fruit partagé, chaque rire échangé contre une tentative d'anglais s'est transformé en une pièce d'un puzzle qui a démantelé tout ce qui les avait martelés dans la tête pendant des années. Et chaque jour, la bonté de ces hommes et ces femmes se déplaçait plus profondément que n'importe quelle arme. Parce que cela les a fait remettre en question non seulement l'ennemi, mais eux-mêmes. C'étaient des ponts jetés sur un abîme qu'aucun décret militaire, aucune propagande, aucun serment de loyauté n'avait réussi à remplir. Chacun de ces objets, un morceau de tissu épuisé par l'œuvre, un fruit récolté avec des mains insensibles, elle a regardé le poids d'une vérité gênante, ce n'étaient pas des monstres ici. Et pire encore, ou plutôt selon la façon de regarder, ils ne l'étaient pas non plus. Les hommes qui ont une fois marqué une formation impeccable, avec leurs visages endurcis par la discipline d'un empire qui exigeait du sang en échange d'honneur, ils hésitaient maintenant à se lancer dans les camions qui les ramèneraient dans les ports. Certains ont regardé en arrière, comme s'ils craignaient que ces terres, ces visages, ces silences significatifs se soient disparus en traversant la clôture pour la dernière fois. L'un d'eux, un sergent qui avait déjà commandé des exécutions sommaires sur les champs de bataille, trop dur aux gants de laine qu'un fermier lui avait donné, comme si ce geste pouvait contenir le tourbillon de doute qui le consommait maintenant. Comment vais-je expliquer cela, ai-je pensé, tandis que les champs de maïs, dorés sous le soleil d'octobre, s'éloignèrent par la fenêtre. Comment dire qu'ils nous ont donné du pain quand nous leur avons fait des vies? Les agriculteurs, à leur tour, n'ont fait aucun discours. Il n'y avait pas de cérémonie d'adieu ni de promesses vides d'amitié éternelle. Ils étaient simplement là, comme ils étaient toujours, des mains fermes et silencieuses, dans les poches de son fil et des yeux fixes sur un horizon qui, pour eux, n'était pas une ligne de front, mais un avenir à planter. Certains ont salué. D'autres hochèrent simplement la tête, comme qui reconnaît que certaines choses n'ont pas besoin de mots pour être compris. Un vieil homme dont le fils était allongé sur une île du Pacifique, il ne pouvait même pas se trouver sur la carte, il tendit la main au prisonnier qui, pendant des mois, avait aidé à réparer sa grange. Ce n'était pas une poignée de main. C'était le geste d'un homme qu'il avait choisi, jour après jour, sans laisser la haine définir ce qui restait de sa vie. Et c'est tout, à la fin, que cela les a cassés pour de bon. Ce n'étaient pas les bombes atomiques, ni la reddition transmise par la radio avec la voix tremblante de l'empereur. C'était l'immobilité de ces hommes de terre, qui avaient perdu autant qu'ils, peut-être plus, et ont toujours trouvé de l'espace dans la poitrine pour quelque chose qui n'était pas vengeance. C'était une leçon qu'aucun manuel de guerre ne pouvait prédire, la cruauté est apprise, mais l'humanité est née avec nous, espérant juste que quelqu'un le réveille. Lorsque les navires ont pris en charge, les ramenant dans un Japon dévasté, beaucoup ont continué leur sac non seulement des vêtements et des documents, mais aussi quelque chose de beaucoup plus dangereux, la mémoire d'une gentillesse qui a contesté tout ce qu'ils avaient cru. Certains ont juré de ne jamais en parler. D'autres, dans les années suivantes, le diraient bas, des enfants incrédules, car l'ennemi les avait mieux traités que leurs propres compatriotes. Et il y avait ces plus tourmentés, qui, en marchant sur le sol japonais, ont ressenti le poids d'une trahison non pas à l'empereur, mais à la version d'eux-mêmes qu'ils avaient été forcés d'être. Parce que la guerre leur avait appris à tuer. Mais terre lointaine, ces mains calleuses, ces regards qui ne les ont jamais condamnés, qui leur avaient appris à voir. Et voyez, après si longtemps dans le noir, ça fait mal. Il les a frappés avec une force qu'aucune décoration ou discours ne pourrait jamais égaler. Et lorsque le jour du match est arrivé, les camions ont attendu à nouveau,
prêts à les enlever. Ils ont grimpé avec leurs quelques effets personnels, et avec des souvenirs qui ne correspondaient à aucune valise. Alors que les roues traversaient la campagne, beaucoup se sont tordus le cou pour un dernier regard, les clôtures en bois, les granges de plafond bas, les arbres qui avaient été témoins de leur reddition. Dans certains endroits, les agriculteurs étaient près des portes, levant la main dans des adieux. Un vieil homme enleva son chapeau, le serrant contre sa poitrine jusqu'à ce que la poussière de train se perd à la courbe du chemin. Les prisonniers se sont ensuite inclinés la tête en réponse, un geste qui n'avait pas besoin de mots pour être compris. La traversée autour du Pacifique était un silence plein de questions. Ils ont parlé bas les uns avec les autres de ce qui les attendait, les villes déchirées, les familles affamées, le poids de la défaite en tant que marque sur la peau. Mais plus que tout, ils sont toujours revenus à ces visages. À l'eau froide offerte dans les mains insensibles, aux garçons qui avaient divisé les pêches comme si elles étaient or, aux femmes qui ont étendu le pain sans crainte, comme si la guerre n'avait pas enseigné à soupçonner. Ils ont également parlé des mots prononcés avec la douceur, même lorsque Pearl Harbor brûlait toujours dans la mémoire américaine comme une plaie ouverte. Pour beaucoup, c'était plus dérangeant que la défaite lui-même. Quand ils ont finalement marché sur le sol japonais, leurs histoires se propagent comme des graines dans le vent. Certains auditeurs ont-ils balancé la tête, les incroyants, comment acceptez-vous que ceux qui avaient été peints comme des démons puissent avoir des mains aussi légères? D'autres étaient autoritaires, gênés par ce que ces souvenirs ont révélé. Mais pour les prisonniers, les images sont restées en vie, enregistrées plus profondément que les cicatrices de la bataille. Ils n'avaient pas été sauvés par des généraux ou traités, mais par des gens ordinaires qui avaient toutes les raisons de les détester et pourtant ont choisi de ne pas le faire. Des années plus tard, certains de ces hommes écrivaient à ce sujet en avouant qu'ils avaient trouvé l'humanité là où ils s'attendaient le moins. Ils ont non seulement apporté des rapports de survie, mais des leçons que la guerre ne pouvait pas effacer, l'humilité de ceux qui étaient petits face à la bonté des autres, la découverte que même au milieu de la haine, il est possible de choisir la compassion. Pearl Harbor avait quitté ses marques, oui, mais toutes les âmes américaines ne durcissent pas avec elle. La guerre leur avait appris à s'attendre à une cruauté. Et pourtant, dans les champs de l'intérieur, parmi les étrangers qui devraient être des ennemis, ils ont rencontré autre chose. C'était une vérité qui les a poursuivis, qui les ont façonnés, qui sont restés longtemps après le dernier coup. Parce que la gentillesse, murmurée par les agriculteurs à l'ombre d'une tragédie, avait le pouvoir de désarmer plus que n'importe quelle balle. Et ça, ils n'oublieraient jamais.